Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Christophe Battier. C'est donc la troisième fois que nous échangeons tous les deux. Christophe, dis-moi de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? 3 fois déjà. Mais attends, on est bavard, on va embêter les gens à force d'être tout le temps là. Tu sais que 4 fois, c'est une relation, hein ? Ah mince, bon bah on va s'arrêter là. On s'arrête là. On va s'arrêter là. Alors profitez-en bien, c'est la dernière. Alors plus sérieusement, la dernière fois qu'on avait discuté, je t'ai dit, moi j'ai un thème que j'aime bien et que j'aimerais bien parler avec toi dans le cadre de ton podcast, c'est tout ce qui est communauté dans le monde de l'enseignement, de l'éducation, de l'apprentissage et de la formation. Ouais. Moi j'adore j'adore. J'ai eu la chance d'être immergé, de créer, de faire grandir, de participer, de subir, de vivre dans des moments dans différentes communautés, on va en décrire. Et je trouve que ça m'a apporté beaucoup. C'est des moments d'échange, ça a été des moments intenses, c'est des moments où j'ai appris beaucoup. Et donc je trouve qu'il y a un vrai intérêt dans le cadre d'un développement personnel, de pas faire ça tout seul dans son coin. On peut, hein. On se met sur Internet, on prend un MOOC, on fait du YouTube, on regarde des choses, on apprend des nouvelles choses. Mais l'être humain et surtout le formateur était d'abord avant tout un être social, à mon avis. Il a besoin de partager, d'être confronté, d'être guidé, d'être accompagné, d'être supporté, ou de trouver une caisse de résonance à ses idées auprès des gens des pairs qui lui ressemblent, qui partagent un peu les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes outils, des choses comme ça. Donc c'est pas facile la vie dans le monde de l'éducation, dans le monde du formateur. Souvent on est seul. Souvent on a un peu abandonné par la hiérarchie, par la structure, par les clients, et donc faut être un peu costaud quand on reste tout seul dans son coin. C'est pas facile, et de se retrouver, avoir une communauté où pas forcément du réconfort, mais avoir des idées, avoir des partages comme ça, c'est quelque chose qui est intéressant, ou même une communauté qui te force un peu à te dépasser, parce que quand tu es tout seul pépère dans ton coin, bon bah voilà, tu te laisses vivre. Là, tu as des choses à faire dans la communauté, on va détailler ça, et je trouve que il y a un vrai intérêt, et puis on se rend pas compte des choses qui viennent naturellement, donc c'est bien de mettre un peu le doigt dessus pour voir pourquoi ça fonctionne. Voilà, c'était un peu l'idée de ce qu'on voulait ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui, qu'on discute aujourd'hui ensemble. Ça te va ? Oui, bien sûr, c'est un super programme, hein. Moi, je te retrouve complètement dans le fait de grandir ensemble. Voilà, je vais dire ce mot, grandir ensemble. Et donc, dans la dimension de communauté, tu dis que tu as créé, animé. On commence par quoi ? Comment ça se crée ? Ah Tu vois ça ? Écoute, oui. Comment ça se crée ? C'est par hasard. C'est par hasard, ou c'est souvent par hasard, par affinité, mais c'est souvent. Enfin, le hasard n'existe pas parce qu'on crée les conditions du hasard. Par exemple, je vais être concret. Je vais parler par exemple de la communauté Enasis, qui est la communauté des centres des Enasis. Ça veut dire quoi ? Je me rappelle plus ce que ça veut dire. Communauté, c'est centre de secours et d'incendie. C'est la communauté des centres de formation des pompiers. En gros, si je résume. Ok. Environnement numérique d'apprentissage des centres d'incendie et de secours. Voilà. Ça va être quelque chose comme ça, là, l'acronyme. Et moi, je travaillais à l'université à l'époque, et un jour, j'ai des pompiers qui viennent me voir en disant, voilà, on a un problème c'était les pompiers du 42, donc de Saint-Étienne, de formation de nos jeunes. C'était en 2004-2005. On a du mal à former nos jeunes en formation initiale, jeunes sapeurs, parce que ils sont obligés de venir tous les mercredis à Saint-Étienne pour suivre des cours en présentiel, et c'est compliqué.
le gars qui doit faire 50 kilomètres en mobilette pour descendre de sa montagne ou venir de la plaine de je sais pas quoi à Saint-Étienne, il vient une fois, deux fois. Dès qu'il pleut, il vient pas. Dès qu'il fait froid, ils sont pas là. J'ai beaucoup d'absentéisme. Comment je peux faire Voilà, c'était la problématique de base. Donc autour de ce qu'on va appeler maintenant ce qu'on appelle l'hybridation des formations. Comment je mets en ligne, comment je scénarise, comment je mets en pratique, comment je mets en œuvre, quels outils, etc., etc. Et donc, tu as une première personne qui a cette démarche-là. Et puis, quelques temps après, alors je suis plus incapable de dire c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an après, j'ai un autre qui arrive en me disant j'ai un problème de formation et écoute, ta collègue il a la même chose, vous parlez pas entre vous? Ah bah non, on n'y avait pas pensé. Ah bah non, puis non, alors voilà. Donc, je vais vous mettre en relation. Donc toi, tu es un peu le catalyseur. Tu fais rien, tu fais dire tiens, il y a machin, il y a des trucs, et puis tu les mets ensemble. Et puis alors là, ça, tout de suite, s'ils ont des mêmes problèmes, les mêmes problèmes, et puis un peu la même intention pour résoudre ce problème, mais tout seul, ils osent pas y aller ou c'est compliqué, etc., etc. Le fait qu'ils soient deux, qu'ils puissent en discuter, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, tout de suite s'enclenche et puis aujourd'hui, il doit être 30 000 dans cette communauté. Donc oui. Alors, il n'y a pas que les formateurs. Il y a en centre de formation, il doit être une 20, 30. J'ai plus suivi des chiffres exacts. Mais en tout ce qui est formateur, enseignant, tout ce qui est étudiant, enfin tout ça, c'est pour moi c'est une grosse communauté autour d'une plateforme commune informatique. Un LMS, ils partagent, ils co-construisent leur cours. Alors au début, chacun avec sa plateforme, donc ils se partageaient des idées, des scénarios, des réflexions. Ils se partageaient, ils sont mutualisés et très très rapidement, tu arrives à mutualiser ces actions-là pour que ça sorte de la réunion de copains le soir à l'apéro. Tu as besoin de te poser un jour ou deux, donc tu demandes des décharges pour aller te libérer pour aller discuter avec le collègue d'à côté, et puis très vite tu dis on va co-construire ensemble. Moi je sais faire du montage, moi je sais faire de la 3D, comment on peut intégrer ça dans un dispositif commun. On partage des cours, tous les centres de formation de pompiers par exemple font un cours sur d'éducation civile ou civique, je me rappelle plus comment on dit, civique. Oui. C'est quoi c'est quoi un maire, c'est quel est le rôle du maire, c'est quoi une communauté de communes, la structure administrative, c'est quoi un département, c'est quoi un député, c'est qui le président, enfin des trucs comme ça. Et tu as 90 ou 95 départements en France, et tu as le même cours qui est répété 95 fois. Ah oui. Eh bien oui, c'est vrai que les centres sont départementaux. Voilà. Et donc, il y a un moment, il y a moins d'argent, un moment, il y a moins de temps, un moment, on se dit, mais pourquoi on se mettrait pas ensemble? Pourquoi on ferait pas un truc ensemble? Voilà. Et c'est parti comme ça, toi, de choses. Et c'est vraiment parti de la base. Alors, la base, c'est quand même des directeurs de centres de formation, c'était des enseignants responsables de parcours et des choses comme ça. En disant, on est un peu con quand même, on devrait pouvoir échanger, des trucs comme ça. Mais, je sais pas, toi, la dernière fois, je crois qu'on avait discuté de ça. C'est très compliqué de prendre le cours de quelqu'un et de le refaire comme ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tu prends les PowerPoint tu me donnes le cours de... Voilà. Mais c'est pas mon rythme, c'est pas mon scénario, c'est pas mon déroulé, c'est pas mon discours, c'est pas mon histoire, c'est pas un truc comme ça. Donc c'est pas évident de faire du copier-coller comme ça. C'est pas évident non plus de dire, je t'enregistre et puis je le diffuse partout. Parce qu'un cours, c'est pas que du contenu, c'est tout ce qui est accompagnement, c'est tout ce qui est suivi, etc. Donc, comment on met ça en place? Et moi, j'ai trouvé que nos collègues pompiers, c'est des gens très pragmatiques. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Donc, sur le terrain, comme dans la réflexion pédagogique, ils sont posés autour d'une table et ils ont dit, pour que ça marche, il faudrait qu'on ait ça, 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 ça. Alors, dans les ça, c'était des valeurs communes. On partage des cours, on partage du temps, on partage du personnel, on partage des compétences, on partage quand on fait des achats de licences, on fait des licences groupées sur des logiciels de montage vidéo, sur du 3ds Max ou des trucs comme ça. Toi, c'est vraiment concret. Et puis, donc au départ, tu fais ça un peu à la va comme je te pousse, c'est-à-dire moi à Saint-Étienne je vais faire ça, toi à Lyon tu vas faire ça, et toi à Marseille tu vas faire ça. Ouais. Et puis à un moment ça a besoin ça devient de plus en plus mature parce que tu as de plus en plus de gens, donc tu es obligé de changer de dimension.
Et c'est là où il faut que cette petite communauté qui commence à faire des choses, qui commence aussi à avoir des retours d'expérience, des résultats au bout d'un an ou deux, ou de 3 ans, que ça dépend de du dynamisme de ta communauté, bah, elle peut aller voir sa hiérarchie, sa structure, son N+1, son organisme de tutelle, enfin, oui. en disant les gars, nous on a besoin de faire comme ça. On aimerait bien que ça soit un peu plus institutionnalisé, ces pratiques-là, qu'on ait des budgets pour se déplacer, pour aller voir les collègues, pour acheter des logiciels, pour embaucher des stagiaires, tu vois, ce genre de choses. Ça se structure, quoi. Ça structure. Et donc, c'est des étapes. Tu as des étapes de croissance comme ça qui peuvent être importantes, des crises de croissance qui sont pas toujours bien réglées dans toutes ces types de communautés. Bah, tu vois, je parle d'eux, ils passent dans la. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. On est écouté. Ils sont, je t'avais dit, ils étaient forts. Ah, mais on est très écoutés sur le podcast de la formation. Mais je savais même pas qu'on était diffusé en temps réel, tu vois. Et donc, ils se sont structurés avec, ils ont monté un consortium. Donc, c'est assez simple, finalement, d'un point de vue juridique, de monter un consortium. Moi, j'étais assez surpris. Et donc, on a organisé plusieurs fois par an des journées de regroupement, des journées techniques, des stages, des choses comme ça, des conférences. Donc, si tu tapes Enasys sur YouTube ou tu trouveras, ou sur Google, vous trouverez plein de traces précédentes et actuelles de ces histoires-là. Et cette histoire-là, je peux te la décliner dans plusieurs mondes. Oui. Ce processus-là, je peux te le décliner. Moi, j'ai participé à plusieurs communautés comme ça. Donc là, j'ai parlé des pompiers, mais je peux parler de la même chose dans le monde du sport, où c'est parti pareil. J'ai rencontré... alors, quand j'étais à l'université, j'étais beaucoup plus proche des sportifs que des pompiers, quoique. On avait un département de STAPS à Lyon 1. Et donc, le monde du sport, on le côtoyait tous les jours. Et un jour, un prof m'a dit, attends, il y a les gens de l'éducation, c'est quoi le ministère Jeunesse et Sport, font un séminaire de réflexion sur l'hybridation et ils nous demandent d'intervenir. Est-ce que tu veux y aller? Et ça a commencé comme ça. On a commencé à discuter ensemble. Donc, c'était à l'école de voile de Quiberon, si ma mémoire est bonne. C'était avec un certain Olivier Le Rouge et son directeur de l'école de voile ou directeur adjoint. Ah, j'ai oublié son nom. Bon, bref. De Bouzigues. Bouzigues, c'est un gars du Sud. C'est un nom comme ça. Excuse-moi. Je veux pas dire son surnom parce que, bon, bref. Oh. Mais j'ai gardé que le surnom, j'ai pas gardé le nom. Et donc, on a commencé à discuter. Et puis, en même temps, il y avait la fédé de voile. En même temps, il y avait la fédé de surf. Donc, ça, c'était sport nautique. On a dit, on a les mêmes problématiques. On a les cours d'anatomie. Les STAPS, oui, nous aussi, on fait de l'anatomie. Les CREPS, eux aussi font de l'anatomie. Et puis c'était au moment de la restructuration des CREPS, il y avait de moins en moins d'argent dans les CREPS, ils ont été changés, c'est passé à la région, c'est plus, il y a eu tout un tas de facteurs qui disent, les gars, il faut qu'on bouge, quoi. Il y a le numérique qui avance, on a un public qui est toujours souvent sur le terrain, qui est pas toujours en présence. Tu vois, la même problématique que les pompiers en classe. Donc le numérique, c'est quelque chose qui nous s'impose dans notre monde à nous si on veut garder le contact avec nos élèves, avec nos apprenants, parce que c'est pas uniquement de la formation initiale, c'est pas mal de formation continue. Et c'est parti de ces constats-là. On a des problèmes et tout seul, c'est pas facile à répondre. Et puis, il y a un tel qui a trouvé une réponse pour telle problématique. Il y a un tel qui sait comment faire en montage vidéo. Il y a un tel qui sait faire programmation de pages web. Il y a un tel qui sait faire des quiz sur une plateforme. Et tu vois, ces échanges, moi je sais faire ça aussi, moi je sais faire cela. On partage, on fait une bourse d'échange, on fait des petites journées de regroupement, on partage ensemble. Puis en plus, les sportifs ont toujours des lieux magiques où on peut faire ces lieux-là, le Crêpes de Boulouris avec des grands dans les pins là-bas dans la baie dans le sud de la France, c'est magnifique. Et on arrive à créer des climats comme ça, des gens, et pareil avec une croissance qui se fait. Donc au départ, ça s'est structuré autour d'un outil, ça s'est structuré autour d'un outil physique pour échanger des cours, ça s'est structuré autour d'un outil de communication. Les sportifs, eux, c'était un blog. Si on cherche un petit peu, le blog, il s'appelle FOAD, blog de FOAD et sport, un truc comme ça, je pense au démarrage, ça s'appelait comme ça. Et donc, le fil en aiguille,
là aussi, ils se sont structurés en disant, enfin, on va faire un... Les sportifs ont eu un peu plus de mal ils ont pas fait un consortium. Je crois que maintenant, ils sont sous forme juridique d'un consortium, mais qui a été financé par France Numérique 2030, France 2030, un truc comme ça. En disant, voilà, on a fait un groupement, et donc ils ont pu répondre à des appels à projets en disant, voilà ce qu'on a réussi à produire, voilà ce qu'on a fait. On a des traces de notre production, on a organisé des journées nationales, il y avait 80, 100 participants qui étaient là à chaque fois. Voici le programme avec des intervenants comme on a fait intervenir Marcel Lebrun à Quiberon, d'où la fameuse vidéo dans les dans les menhirs sur l'aliment pédagogique. Des gens comme Daniel Peraya aussi ils sont en attente. Les collègues dans ces mondes-là, ils sont en attente. Et le fait d'être plusieurs, tu peux inviter quelqu'un, tu peux financer les déplacements, et l'accueillir, qu'il y ait une audience, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des interactions, et faire émerger quelque chose. Tout à fait. Donc, toi, il y a ces deux communautés. Alors là, c'est dans le monde de la formation plutôt continue, mais dans le monde de la formation initiale, tu as le même type de phénomène qui existe. Alors, peut-être moins sur la production de contenu, sur la production de cours et d'échange de cours, quoique, mais tu as le même phénomène qui existe. Je prends par exemple les Ludovia, Ludovia, une communauté Ludovia, c'est tout ce qui tourne autour du ludo éducatif à la base, il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, c'est plus tout ce qui a trait au numérique, l'innovation numérique dans les écoles, collèges et lycées. Là, tu as aussi une communauté qui s'est créée de quelques milliers d'enseignants qui sont un peu innovants, qui sont un peu à la pointe, qui ont des idées autour des outils, autour de pratiques pédagogiques avec le numérique, et donc qui se retrouvent autour d'une valeur et d'objectifs communs qui sont de partager, qui sont d'innover, qui sont de tester, qui sont de voir comment on peut faire mieux avec ça. Voilà. Et donc, tu as tout plein de communautés qui existent. Alors, les communautés, elles sont soit des gens qui sont à la base, et puis tu as tous des états de communautés. C'est un peu du n'importe quoi. On ouvre une page Facebook et puis de temps en temps, on y va. On échange par rapport à un logiciel, on échange par rapport à une problématique, où on organise des journées tous les années. On se retrouve à tel endroit pour parler, je sais pas quoi, de Montessori, par exemple, de la pédagogie, comment on met en œuvre, quels sont les outils, quelles sont les pratiques, quelles sont les dernières publications, quels sont les résultats de recherche. On se structure et on avance comme ça. Systématiquement, ça s'agrège autour de problématiques et le fait qu'elles soient récurrentes, c'est ce qui va faire que les gens vont venir en communauté Oui, parce que c'est pas quelque chose de naturel. Ah oui. Pour les enseignants, partager, s'ouvrir, échanger, c'est pas quelque chose qui est forcément naturel, parce qu'un enseignant, c'est un surhomme qui est capable de tout faire. Comme le formateur, il sait tout sur tout, c'est lui l'expert, donc il est capable de résoudre tous les problèmes. Oui, et puis après, il doit. L'institution lui demande de le faire en plus. C'est clair. Donc, bien ça. Et donc, c'est pas naturel. Il faut vraiment un effort. Et même quand tu es dans une communauté, c'est pas naturel d'être dans une communauté, parce que même dans les communautés les plus dynamiques, tu as moins de 10% des acteurs qui apportent, qui commentent, qui créent du contenu. Les autres sont là un peu pour j'ai vu, enfin, je caricature un peu, j'ai vu la lumière, je suis là, c'est sympa ce que vous faites, mais ils vont pas être acteurs. Ils sont présents, ils sont consommateurs, mais c'est pas eux qui ont. De temps en temps, il va être coproducteur, producteur, mais la dynamique, elle est sur un pourcentage réduit de personnes. Et c'est... Ouais, on retrouve ça, c'est dans les gens qui produisent du contenu sur Internet, c'est moins de 5% du trafic, en réalité, des gens qui y sont. C'est-à-dire qu'il y a 95% de gens sur Internet qui consomment. Ouais. Ouais, quand tu dis, je crois que c'est même moins que ça. Hein. Oui, c'est possible. Le producteur de contenu, c'est par rapport au consommateur. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle contenu? Parce que les TikTok, les machins, c'est les du chats contenu. qui tombent. Voilà, c'est aussi du contenu, mais est-ce que... Voilà. Après, tu as du contenu de qualité. Oui. Là, on est sur une autre problématique. Et la dynamique aussi, dans ces communautés, il y a des dynamiques à court terme. Peut-être pour l'installation pendant quelques mois sur mise en place d'une plateforme, mise en place d'hybridation, des choses comme ça, mais c'est quelque chose aussi qui sur des dynamiques un peu plus longues
5, 10, 15 ans. Les pompiers, ça fait une dizaine d'années, même plus, 2004. Ça fait 20 ans. Ah bah merde. Bah oui. Ah ouais, donc on est sur des dynamiques un peu plus longues, mais souvent il y en a aussi qui se plantent parce que ceux qui portaient ils incarnaient trop la communauté, ils se fatiguent parce que c'est eux qui doivent tout faire, tout organiser, tout préparer. Donc à un moment, ils espèrent avoir un retour de la communauté, de lancer la communauté, et puis si derrière, il y a pas ce partage-là, puis ils se rendent compte que c'est un peu le dindon de la farce, s'ils lâchent l'affaire, la communauté elle va s'arrêter d'elle-même. Donc toi, cette dynamique, elle est pas facile à entretenir. Il faut que l'ensemble des acteurs soient conscients de l'intérêt de la communauté. C'est pas toujours le cas, surtout du côté des financeurs, qui sont assez de mauvaise foi, dire mais ça sert à rien votre truc. Vous voyez entre vous pour voir des canons. Je caricature à peine. Ouais, mais oui. Et pourquoi vous partez 3 jours dans les Alpes ou 3 jours à un endroit pour discuter vous pouvez faire ça en visio, en webconférence. Appelez-vous. Voilà, c'est ce qui est pas faux, mais c'est pas tout à fait le même rendu, c'est pas la même pérennité, c'est pas les mêmes confiances, c'est pas le même travail qui est fait à chaque fois. C'est possible, mais ça marche moins bien. On a donc, aussi l'obsolescence du sujet qu'on traite, parce que des fois les sujets sont d'actualité, puis deviennent obsolètes, puis disparaissent. Il y a cette possibilité-là aussi. Exactement. Parce que tu as des choses. Moi, je me souviens les débuts de l'Internet sur des sujets. Tu avais l'ICOS qui était le moteur de recherche, AltaVista, tout ça, ça a tout disparu. Et le jour où Google est arrivé, ça a changé le game, là. Donc, du coup, alors après, t'as des grands éditeurs comme ça qui cherchent à eux-mêmes créer une communauté d'utilisateurs. Ouais. Microsoft avait fait ça, Apple avait fait ça. Quand tu vas dans des conférences, Oracle aussi avait fait ça. Oracle a fait ça. T'as les profs avec je suis prof Apple, en t-shirt prof Apple, je suis prof Microsoft, je suis prof ceci. Donc c'est un côté marketing, mais un côté un peu clanique aussi. Dire on porte les couleurs du produit qu'on défend. Donc ils jouent aussi, alors pas beaucoup, cet aspect communautaire pour faire connaître les choses. Il y en a certains qui jouent avec, ça peut être sympa, ça peut être mercantile, ça peut être, mais ça existe aussi. Mais je suis d'accord avec toi sur autour d'outils, autour de communautés, autour d'outils qui ont disparu parce que il y a plus d'outils quoi. On est passé à autre chose. Il y a des choses, on est passé à autre chose, tout à fait. Et alors, toutes ces communautés, là, on parle de communautés qui s'agrègent autour d'une problématique, des grandes communautés. Et toi, tu as connaissance de petites communautés qui ont été très actives? Il y a tous les communautés, alors peut-être pas dont on bénéficie nous le monde de l'éducation, tout ce qui est les développeurs, les communautés de développeurs qui créent des logiciels open source. Donc on utilise tous les jours. Donc eux, ils se rencontrent pas forcément. Tout se fait en ligne, tout se fait via GitHub, tout se fait sur des forums, des chats et des échanges. Donc il y a aussi cette dimension-là. Mais là, on sort un peu du domaine de l'éducation pour entrer dans le monde du développement, des outils qu'on utilise en éducation. C'est vrai que c'est un peu un monde parallèle. L'interaction est vraiment forte là quand même. Ils arrivent à faire. C'est comme quoi on arrive en ligne à faire des trucs assez fabuleux. Il y a des projets open source qui sont hallucinants. Des petites communautés, mais alors il y avait les Edmuse, hashtag EDMUS sur Twitter, qui était une petite communauté au départ. Ils ont été 5-6 sur les professeurs d'éducation musicale qui échangeaient sur les pratiques, surtout autour du numérique, la pratique de l'éducation musicale en collège, avec les iPads, avec les logiciels qui existaient, comment rendre. Ils échangeaient beaucoup sur leurs pratiques autour du numérique. Il y avait aussi, mais qui existe toujours, une petite communauté qui est pas si petite que ça, parce qu'ils sont montés en association autour de Twitter, les tweet classes, les tweetés et la tweet class. Au départ, c'était les tweetés, ils échangeaient, c'est des classes qui faisaient des petites compétitions, des petits défis de dictée sur Twitter. Donc ça atteint quand même l'association, je crois aujourd'hui encore, il y a 3000 adhérents dans l'association. Donc tu vois, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont développées, qui perdurent. Alors là, ils ont beaucoup de difficultés parce que s'appeler Tweet Class avec Elon Musk qui est à la tête de X, ça devient compliqué. Ouais, ça s'appelle X Class, c'est moins drôle.
quoique X, c'est pas le nom de Polytechnique, à l'école X, il a fait X, c'est Polytechnique en France. Ouais. Mais toi, il y a ces évolutions-là, donc il y a des communautés autour de, mon problème, c'est d'intéresser les élèves à l'orthographe, de les motiver, de les rester focus sur l'orthographe. Le fait de travailler, d'avoir ce travail communautaire d'échange, de partage et de pratique, ça motive les élèves. Ma classe, je la fais pas pour moi, je la fais pas pour le prof, mais je la fais parce que je suis en compétition avec une autre école. Ouais. Et donc ça, c'est un mécanisme chez tout le monde, hein, alors ça marche pas tout le temps, mais ça peut être, sur la motivation, ça peut jouer énormément. Les écoles d'ingénieurs aiment bien ça. Ouais, faire des challenges ils aiment bien des ces choses challenges, ouais. Oh, pour le coup, t'as une grosse communauté qui s'appelle, par rapport aux écoles d'ingénieurs, bouge pas. Il faut que je retrouve, j'ai un sticker sur mon ordinateur où il y a le nom de la communauté, t'as qu'à voir que toi. IGEM. IGEM. Ouais. Ça, c'est une communauté, d'écoles d'ingénieurs, où ils font chaque année des compétitions, de tout ce qui est numérique, biologie, électronique, informatique. Donc, ils construisent des solutions, ils font des battles entre écoles d'ingénieurs. Et donc, dans les batailles, faut que tu construises un site web, une solution, que tu la vendes, que ça soit packagé, qu'elle soit avec un design, et qui étaient des sites web, des posters scientifiques avec une recherche scientifique. Et donc, tu as des équipes qui se créent comme ça, et IGEM, et ils font des trucs, c'est assez hallucinant. À Lyon, j'ai assisté à une où ils avaient fait des élèves avaient branché, enfin des ingénieurs, un smartphone sur un espèce de boîtier avec un capteur qui était capable de mesurer ton taux de fer dans le sang. Et toute l'équipe était déguisée en Iron Man, Oui, normal. avec les masques, les machins, la totale. Et il y avait donc, ils devaient faire une petite teaser en vidéo de 2-3 minutes pour présenter le principe physique, c'est quoi leur système Iron, je sais pas quoi, montrer que ça marchait avec, donc tu pouvais mesurer ton taux de fer, comment c'était calibré. Il y avait une conférence où un étudiant devait faire tout le détail du projet en disant avec les principes physiques devant une salle de 2-3 000 personnes, présenter sa conférence. Ensuite, il y avait une séance de posters où les experts venaient poser des questions, tester la solution. Et donc, c'était en équipe parce que tu avais un informaticien, un gars qui avait imprimé en 3D le boîtier, tu avais des étudiants en communication qui avaient fait le site web, etc., etc. Ah, c'est bon ça. Là, c'est un projet, mais c'est une communauté, les IGEM, qui ont monté ça. Je me posais la question, est-ce que la communauté, elle a besoin de, tu vois, comme nous, de gestion, de gestionnaires, de gens qui sont des cadres? Est-ce que ça se fait, ça se fait comment? Est-ce qu'on se monte comme une société normale, tu vois? Bah, ça dépend de la taille, ça dépend de son cycle de vie, où on en est dans le cycle de vie. Au démarrage, non. Si elle va comme je te pousse au doigt mouillé. Ouais. Tant qu'il n'y a pas besoin quand je me déplace, c'est ma boîte qui paye, c'est mon entreprise ou mon institution qui paye mon déplacement, c'est dans le cadre de mon travail. Voilà. Mais à un moment, tu veux inviter des gens, il faut un peu de budget. À un moment, tu veux louer des hôtels, il faut peut-être un peu de budget. Tu veux acheter du matériel pour le partager, il faut peut-être un peu de budget. Et donc, plus tu montes en service, plus tu as besoin de budget, plus tu as besoin de t'institutionnaliser et d'avoir des gens pour gérer ça. Les sportifs, ils ont passé le cap. Là, il y a 4 permanents qui travaillent maintenant dans cette communauté-là pour gérer la communauté. Et du coup, ça devient quoi? Ça s'appelle toujours une communauté alors? Parce que Ouais. c'est... Eux, ils gardent cet esprit communautaire parce que Ouais. c'est les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes règles de fonctionnement. C'est pas ce qu'ils ont dans la communauté, c'est pas ce qu'ils ont dans leur établissement. Même la règle, la taille entre un réseau et une communauté, c'est un peu flou quand même. Mais Oui. il y a la communauté, c'est qu'elle est structurée, elle est organisée et elle est hiérarchique quand même. Par rapport, je sais pas si tu te rappelles quand on avait fait le MOOC, t'avais suivi le MOOC Learn Carré. Oui. Et donc tu dois te rappeler des MOOC transmissifs, des MOOC connectivistes. Et donc celui qui avait fait le connectiviste, c'était George Siemens avec un certain Stephen Duns qui avait un peu théorisé la différence de communication entre ce qui se passe dans un groupe, une communauté, et sur les réseaux. Dans un groupe, dans la classe par exemple, ou dans une communauté,
il y a une unité de temps, souvent une unité de socio-économique, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans une classe, dans un centre de formation, dans un groupe de formation ou dans une communauté, ils ont le même niveau de vie, ils ont à peu près la même tranche d'âge, ils ont à peu près les mêmes le niveau de formation, c'est un peu homogène, etc., etc. Une classe de CM1, le niveau de formation et d'âge, elle est homogène. Les gens qui suivent une formation pour apprendre à programmer un truc, ils ont entre 30 et 50 ans, ils gagnent temps parce qu'ils sont développeurs informatiques dans leur boîte, etc., etc. Donc, tu as cette homogénéité-là, tu as une hiérarchie, c'est-à-dire que quand ils se retrouvent à un endroit, ça a été décidé ou par une personne, par le formateur, par l'institution, qui dit à tel jour, à telle heure, il y a un programme, il y a un cadre, il y a une unité dans les outils de communication, c'est souvent la voix, sur le groupe, c'est la voix, vous êtes là, je vous parle. Le téléphone, éventuellement quand ils sont pas beaucoup. Quand ils commencent à être à une dizaine, une centaine, on va passer à du numérique. Quand ils sont un millier, on passe sur du WhatsApp, du Facebook, du LinkedIn, des trucs comme ça. Mais au-delà, on est sur une autre dimension qui est la dimension réseau. Et donc, Stephen Downes avait fait une super vidéo là-dessus où on le voit devant un poster dans une conférence. Vous tapez Stephen Downes Network sur YouTube, ça doit sortir. Et le réseau est à l'opposé de ça. C'est-à-dire, le réseau, c'est quelque chose qui est complètement hétérogène en temps. Il n'y a plus d'unité de temps. Quand tu mets quelque chose sur un réseau, ça peut être quelqu'un en Australie demain ou dans 10 jours, ou dans un mois, ou dans 2 ans qui va réagir par rapport à ça. Ça peut être une personne qui fait un stage de 3e qui va te demander des informations par rapport au contenu qu'elle a mis à disposition, ou une grand-mère qui est dans un club de tricot qui s'intéresse à ce truc-là, qui va te poser des questions aussi. Et il y a aucune structuration, c'est voilà. Quand tu me déposes quelque chose, il y a rien de scénarisé. Quand toi tu fais un programme de formation, tu dis on commence le temps, on finit le temps, et etc. Sur le réseau, tu mets une vidéo sur YouTube, tu mets un tweet, tu mets un machin. Peut-être qu'il y a 3 personnes qui vont le voir, peut-être qu'il y a 3 millions de personnes qui vont le voir. Il y a un potentiel, mais tu sais pas. Alors que dans ton groupe et dans ta communauté, tu es un peu plus certain des actions, des réactions qu'il va y avoir. C'est un peu plus calé que sur le réseau. Voilà. Donc, il avait fait ces grandes différences-là. Tout ça pour en revenir au monde de la formation, c'est-à-dire que le réseau, les cours connectivistes, les cours en MOOC sont à l'opposé de la démarche habituelle de l'enseignant. Et donc, dans nos communautés, on a quand même des choses qui sont assez structurées. Et donc, en fonction du cycle de vie de ta communauté, quand j'ai des gens qui démarrent comme ça, c'est des copains, on se retrouve, une fois par trimestre dans tel café ou de tel endroit à l'occasion de telle conférence, on se prend le temps pour en discuter, ou sur une page Facebook, ou sur un Twitter, ou un LinkedIn. Ou alors, il y a un moment, ça devient important, on a des projets, il faut qu'on se voit plus souvent, il faut qu'on passe à la gestion de projet, il y a des budgets qui sont en cours, on prend des boîtes pour les faire, ou des prestats, ou on embauche des gens pour les faire, parce que des fois c'est un peu pointu, ou on embauche des gens qui sont dans les établissements, on finance aussi les établissements par ce biais-là, de leur investissement. Et là, j'ai besoin de règles, de gestion, que ce soit un peu plus sérieux. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis dans un réseau où j'accompagne des solopreneuses à la création d'entreprises. Et du coup, en vérité, on est vraiment un réseau, c'est pas une communauté. Parce que il y a cette dimension aléatoire où on propose des choses, ils viennent, ils butinent, ils s'en vont, ils reviennent, tu vois. Ils sont pas agglutinés. C'est vraiment cette dimension de réseau. D'ailleurs, on l'appelait réseau, hein. Et on l'a pas appelé communauté. Et je voyais l'autre jour les créateurs, les gens qui étaient à l'initiative, ils voudraient en faire une communauté et ils n'y arrivent pas en vérité. Parce que la demande est sur un réseau, en vrai, pas une communauté. Et moi, je leur disais qu'il y a une dimension éphémère aussi au fait de je suis créateur d'entreprise aujourd'hui, j'ai des problématiques de créateurs, dans le réseau, j'aide les créateurs, c'est normal qu'une fois qu'ils ont créé, ils repartent. Ouais. Tu vois, il y a cette dimension aussi de vie très... En vérité, c'est comme la vie, hein. C'est tu viens, tu nais, tu meurs. Exactement. Donc avec des cycles de plus ou moins courts, plus ou moins longs, plus les valeurs partagées sont fortes, plus ton cycle de vie sera long. Ça long, voilà. Voilà. C'est ça. Plus les outils que tu utilises sont périns, plus tu resteras aussi avec ça.
Si on parle un petit peu des outils, là je rebondis un peu dessus, c'est quoi les outils qui permettent d'agréger un petit peu? Tu en as cité 2-3 là, mais dans Bah, tes usages? il y a eu beaucoup sur les outils informatiques. Je suis IBM, je suis Microsoft, je suis Apple. Donc, Mmh. il y a eu ces vagues-là qui ont été assez fortes. Tu as Mmh. eu la grosse vague dans les enseignements, surtout dans le supérieur, autour des plateformes. Ouais. Le LMS, qui était à l'époque, enfin qui est encore malheureusement un peu l'outil fédérateur. Mmh. On va peut-être voir la même chose émerger avec les IA. Moi, je suis plutôt Mmh. Mistral, moi, je suis plutôt OpenAI, moi, je suis plutôt Mmh. euh, IA générative, moi, je suis plutôt ceci, cela. Tu vois, Mmh. pour l'instant, c'est un peu flou, c'est pas encore sorti de ce domaine-là, mais je pense que on commence à voir des profs qui proposent des activités avec des IA génératives en classe, donc tu commences à avoir des petits trucs qui émergent de ci, de là, vachement intéressant. Et ça émerge au sein de communautés d'échange de pratiques qui existent déjà. Hein. Je Oui. parlais tout à l'heure de Ludovia. C'est là-dedans que tu vois apparaître des choses intéressantes autour de l'intelligence artificielle en classe. Oui. Parce que Bah c'est oui. un endroit où on peut en parler, c'est un endroit où après t'as les trucs un peu plus institutionnels où on reste encore sur des messages un peu standards par rapport à tout ça. C'est pas, on n'est pas dans les institutions sont généralement un peu frileuses par rapport à ça. Mais il y a un autre intérêt aussi de ces communautés-là, j'en reviens à mes sportifs, c'est que quand il y a des innovations, des modifications, les institutions, c'est là qu'elles vont voir comment elles peuvent récupérer ces innovations et les mettre dans les institutions. Typiquement, sur la numérisation des cours chez les collègues pompiers, il y avait des problèmes budgétaires aussi. Donc il y a eu tout un travail de est-ce qu'une formation en ligne, une formation hybride est plus efficace et plus rentable qu'une formation présentielle. Mmh. Et là, ça a été Oui. fait à la pompier, c'est-à-dire, je vous prends 3 formations présentielles, 3 formations à distance, je compte l'essence, les nombres d'intervenants, les hébergements, les machins, tout. Bah, il n'y a pas eu photo, hein. Dès ils ont présenté le rapport, on a tout de suite à l'hybridation, hein. Oh bah oui. Ouais. Voilà. Bah Donc oui. et donc ça sert aussi, c'est des choses vachement intéressantes. Ça peut être un, un labo d'innovation pour des institutions, d'avoir une communauté de gens innovants, de, de laisser, enfin, de guider même, avoir une vision sur ce que, faut pas que, moi, mon message, faut pas que la communauté soit loin de l'institution, de la hiérarchie, du centre de décision. Faut que ça soit quelque chose. Faut pas que ça soit une douce lubie entre doudingue qui est dans son coin. Un peu des poètes, un peu des révolutionnaires, ça existe. Hein. Ça peut Oui, oui, marcher tout parce à que fait. c'est bien la poésie, c'est bien la révolution, c'est bien d'être loin de tout. Mais celle qui reste le plus longtemps, c'est celle où il y a un lien, alors qui peut être sympathique, mais qui peut être dynamique, qui peut être en tension entre la communauté, les gens qui partagent ces valeurs-là, et, leur institution. Attends, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je me fais perdre mon fil. Oui, donc pourquoi je dis ça? Parce que ça, en dynamique, c'est on va tester une nouvelle solution, on va la tester dans notre communauté de gens qui on peut en voir si ça marche, si ça leur plaît pas. La communauté, si elle a des choses qui disent j'aimerais bien tester ça, faut qu'elle trouve des financements. Donc ça peut être aussi un lobbying sur l'innovation, sur les nouvelles façons de travailler, sur le télétravail, sur plein de choses. C'est un laboratoire, ça peut être par rapport aux institutions, ça peut être un laboratoire. Alors quand je dis institution, ça peut être un ministère, ça peut être une entreprise. Hein. Oui. Euh, et souvent, quand on regarde dans l'histoire de l'innovation, donc là je suis un peu plus large, on est assez d'accord pour dire que les innovations viennent rarement de l'entreprise elle-même, des institutions Oui. elles-mêmes, viennent toujours de l'extérieur. Il y a le célèbre cas Kodak où dans les institutions, c'est eux qui avaient les brevets sur Polaroid, c'est eux qui avaient les brevets sur la photo numérique, sur plein de choses. Mmh. Et ils avaient ça en innovation en interne, mais c'est jamais sorti de la boîte. La boîte s'est jamais approprié ça ou pas assez. Et donc Ouais, et on voit le voilà. résultat. Ils ont entre guillemets raté la dimension de la photo numérique. C'était numéro un. On n'a jamais fait autant de photos par habitant
Et aujourd'hui, ils sont plus dans le game. Ils existent plus. C'est fou quand même. Et c'est assez amusant quand tu regardes, pour revenir à ce détail de Kodak, quand tu regardes un peu dans le détail, c'est que quand il y a un témoignage sur YouTube qu'on doit pouvoir retrouver, qui doit être toujours encore visible. Une des personnes qui était au comité de direction de Kodak disait 80% des gens du comité de direction c'était des chimistes et donc on raisonnait par rapport à la chimie. Donc quand ils sont arrivés avec leur bidouille électronique en faisant des images qui étaient de moins bonne qualité que ce que nous on faisait, jamais personne dans le comité de direction n'a pu se projeter sur l'avenir. Ouais. On a jugé par rapport à les passés et jamais par rapport à l'avenir. Donc notre culture nous a tués quoi. Et il y avait ça. Et puis l'autre argument, c'est que ils ont calculé que les pellicules, ils margeaient à 80% et que le numérique, il margerait qu'à 30%, donc ça valait pas le coup. Le disque a subi exactement la même chose. Ouais. En vérité, ils étaient assis sur leur trône et ils pensaient que la rivière allait continuer à couler, tu sais. La rivière, elle s'est tarie, naturellement. Alors qu'ils auraient dû écouter les communautés. Regarde les chanteurs qui ont dit que, tu vois, il y a des chanteurs qui mettaient sur des plateformes gratuites. Et ben ceux-là ont eu autant de ventes que ceux qui voulaient rien mettre en gratuit. Parce qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les gens, ok, ils avaient accès à la chanson, c'était super, ça leur plaisait, mais après, on a un petit côté collecteur, ils allaient acheter l'album. Moi, j'en fais partie de ces gens-là, par exemple. Tu vois, qui a suivi un peu ce courant, bon, je ne sais pas si on peut dire alternatif pour du courant, ça fait un peu bizarre, mais c'était surtout l'idée de je vis avec mon temps, j'ai accès sur des plateformes de streaming à de la musique, et naturellement, je vais soutenir l'artiste en achetant, en payant, et puis la place de concert. La place de concert qui est fondamentale, qui rapporte de l'argent à l'artiste, où là, on va vivre une expérience. Et c'était... voilà, l'industrie du disque et de la photo, ça m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé qu'ils avaient raté le virage alors que toute la communauté allait dans un sens. Mais tu sais que quand tu regardes il y a 10-15 ans en arrière, la communauté des formateurs, aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Les façons de travailler sont plus du tout les mêmes. Les outils qu'on utilise sont plus du tout les mêmes. Il y a quand même eu des évolutions. Et avec l'IA qui arrive dans 5 ans, ça sera encore vraiment différent. C'est encore différent, oui. Donc, les phénomènes de fossilisation, on les voit. Et tout le monde n'est pas prêt par rapport à l'innovation, tout le monde n'est pas prêt à s'énerver de la même façon, de s'impliquer de la même façon. Donc, ceux qui ont des envies, ceux qui ont des besoins, ils peuvent se retrouver là. Et c'est intéressant quand ces besoins et ces envies retrouvent un écho, alors, entre guillemets, dans les institutions. Alors, soit c'est du lobbying, soit c'est du prototypage, soit c'est la bande de fous furieux qu'on garde sous le coude pour regarder un peu ce qui se passe, soit c'est leur McKinsey pour qui leur prépare le futur. Enfin, il y a un vrai, il y a une vraie intérêt à avoir à animer ces communautés-là. Tu vois, moi qui viens plus de la formation professionnelle, tout à l'heure on évoquait quelque chose en off, c'est le fait que le formateur est dans un système économique concurrentiel. Donc du coup, les formateurs, ils n'ont pas trop tendance à divulguer, ils n'ont pas trop tendance à partager. Alors certains le font sans aucun problème, mais on sent quand même, enfin moi je l'ai senti plein de fois, tu sais, où tu as des gens, ils viennent un petit peu à la pêche. Il faut garder les recettes de cuisine. Ouais, c'est ça, voilà. Il faut pas que je dise pour quel client je travaille, sinon on va me le piquer. Il faut pas que je te donne mes contacts. Faut pas que. Mais ils ont raison. C'est-à-dire que. Ils réagissent bien par rapport au contexte, on va dire. Voilà. Mais ils ont tous des problèmes communs. Ouais. Il y a un moment où tu vas te retrouver par rapport à une problématique d'appel d'offres, d'appel de marché pour répondre par rapport à une technologie que tu n'avais pas anticipée, que tu maîtrises pas, ou un client qui demande un truc que t'as pas, un savoir-faire que t'as pas, et donc quand t'es formateur, t'es souvent confronté à des problèmes comme ça. Est-ce que tu y vas tout seul, ou t'as un peu anticipé, t'es dans un réseau qui te permet t'es dans une communauté où tu vois qu'il y a une communauté qui peut te donner des trucs, et pourquoi on va dans cette communauté-là, c'est pas pour me faire piquer mes clients, mais c'est pour développer mes connaissances, et on a tous un intérêt. Alors peut-être pas avec ton collègue qui est concurrent avec toi, mais quelqu'un qui est un peu plus loin, qui lui est pas en concurrence, qui fait la même chose que toi, mais qui a pas le même marché,
où toi tu fais dans les boulangeries, lui fait dans les bouchers, puis c'est pas du tout pareil. Enfin, il y a des moments où tu as des valeurs et des objectifs qui sont communes et que tu peux partager. Si elles y sont pas, c'est sûr que c'est pas la peine d'insister. Hein. Ah ben non. Mais si tu te retrouves autour de ça, ça peut être fédérateur. Mais t'as plein aussi d'organismes, enfin je sais pas comment les appeler, d'associations d'organismes qui partagent l'information, qui font de la veille, qui te font gagner du temps dans le monde de la formation continue. Moi je suis intervenu plusieurs fois sur le forum des acteurs de la formation digitale, le FFFOD là. Voilà, donc c'est un peu la même problématique. C'est un lieu, alors c'est plus sur de la veille, mais pas forcément de la co-construction d'échanges, mais c'est déjà important et intéressant d'avoir des lieux de synthèse, des lieux de veille, des lieux un peu visionnaires. Ben, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai un ami qui m'avait dit, Laurent, le monde de l'entreprise est beaucoup plus ouvert avec la loi de 2019, là, 2018 est beaucoup plus ouvert sur la formation professionnelle. Il y a plein de choses à faire du côté des entreprises. Moi, j'ai orienté mes propositions et mes accompagnements sur les entreprises. J'hésite pas à dire à mes collègues formateurs, arrêtez de regarder trop dans les centres de formation, regardez aussi dans les entreprises. Il y a des vrais plateaux techniques, il y a des mesures de ROI beaucoup plus faciles, il y a des gens beaucoup plus pragmatiques. Vous pourrez exercer très facilement votre métier aussi, quoi. Et c'est du partage d'idées. Hein. Voilà, l'autre jour, j'ai un formateur qui avait des problèmes, il fait de la pâtisserie et du chocolat. Ah, il me dit oui, c'est compliqué, j'ai du mal à trouver des missions. Je dis pourquoi tu vas pas regarder les comités d'entreprise et organiser des journées de fabrication de gâteaux et de chocolat. Il a fait ça, il fait un carton. Voilà. Et tu vois, faut qu'on partage. Faut qu'on partage plein de choses. Là, moi, je fais pas de chocolat ni de gâteau, tu vois. Et lui, ça lui permet de bien faire son métier et de gagner bien sa vie en faisant ça. Et il garde son rôle formateur où il transmet un savoir-faire. C'est important. Mais l'autre intérêt aussi, c'est des moments de façon plus pragmatique, ça te sort de ton quotidien, c'est un endroit où tu peux aussi te poser, réfléchir, prendre un peu de recul, regarder ce qui se passe. Donc ça peut être aussi ces moments-là, parce que des fois on se fait bouffer par le quotidien. Hein. Oui, puis tu sais, on se rend pas compte, en vérité, on se rend pas compte des effets qu'on a sur les gens. Moi, hier soir, j'ai changé avec une créatrice là qui mène son projet C'est compliqué. On a échangé pendant 30 minutes. Elle m'envoie un message après sur Messenger en me disant merci, vous m'avez reboosté. Bah voilà, tu vois, le réseau, à un moment donné, il va servir à ça. C'est important de. En réalité, c'est la communication qui est importante autour. Bah, tu vois, tu parles de rebooster. La Ludovia, c'est souvent en France, c'est fin août, c'est une semaine fin août dans l'Axe-les-Thermes, c'est en Ariège. Ouais. Et donc c'est quelque temps avant la rentrée. Et il y a les gens qui viennent dire voilà, je viens ici pour être dans un bain de jouvence parce que mon quotidien, c'est que des ronchons, que des gens qui sont pas innovants, que des gens qui traînent des pieds, que des gens qui râlent, qui montent pas, qui ont pas envie de bouger. Et là, d'être dans un milieu où il y a que des gens qui sont innovants, qui partagent, qui échangent, qui ont le sourire, qui ont la banane, qui ont envie, ça recharge les batteries pour la rentrée, pour repartir à ces effets-là. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'effet de la communauté, hein, essayer de se regrouper, retrouver aussi des communautés, hein. Et concrètement, si on fait un petit état des lieux, on a quoi comme outil? On a des choses, moi je suis sur beaucoup de communautés Discord, hein, autour de l'outil Discord. WhatsApp, je sais que ça existe, mais moi je participe pas sur des WhatsApp, j'ai pas l'occasion. J'ai des groupes Facebook. Tu vois d'autres, après j'ai des forums. Sur Twitter, à une époque, il y a beaucoup de choses qui se faisaient sur Twitter. Les Edmus, par exemple, l'éducation musicale, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de hashtags éducation musicale qui traînent sur Twitter, mais eux sont fédérés par rapport à ça. Les tweet class sont fédérés par rapport à ça. Les collègues du sport, eux, c'était plus par rapport à un blog. Puis après, il y a eu un espace Facebook, et puis maintenant, ils ont leur propre plateforme. Les pompiers, c'était beaucoup plus institutionnalisé via la plateforme de formation commune qu'ils avaient mis en place. Aussi, quand ils ont des outils, hein, c'est mieux. Ouais.
Donc, à chacun de trouver l'outil qui lui correspond avec le niveau de sécurité, le niveau de visibilité qu'il veut donner aussi à sa communauté. Est-ce que je fais rentrer les gens que par cooptation ou je donne beaucoup de visibilité sur Internet pour attirer un maximum de gens? C'est pas forcément l'idéal. Faut vraiment que les gens y viennent. Il faut vraiment un intérêt. S'ils viennent pour tu fais une communauté pour montrer que c'est toi le plus beau, le plus fort, ça va durer qu'un temps parce que ça va Enfin, si lasser tu tout le monde. t'appelles Mbappé, ça va, mais pour nous, Ouais, c'est même mort. pas. Regarde comme je suis Oui, pas oui, sûr oui, ça qu'il change. En puisse plus, traverser les tribunes du Parc des Princes tranquillement, le garçon. ouais, c'est ça. Non, mais il y a, il y a, il y a à chaque fois, c'est un écosystème Ouais. qui est très fragile, hein, comme tous les écosystèmes. Ça peut tenir à une personne, ça peut tenir à un outil, ça peut tenir à un bout de financement, ça peut tenir à un contexte. Et puis, l'outil, la personne, le contexte disparaît, la communauté, elle disparaît. C'est évanescent, c'est pas institutionnel. Hein. Oui, bah, c'est pas. Bah oui, puis de toute façon, comme on disait, c'est très systémique, hein. Ça vit, ça meurt, c'est normal, c'est des cycles, hein. C'est intéressant de voir Mais ça. regardez, pour ceux qui nous écoutent, regardez un peu autour de vous quelles sont les communautés, s'il y en a qui pourraient ou qui vous ont apporté quelque chose. Vous verrez que finalement, il y a un paquet, quoi. Oui, on en voit plein. Moi, je vois sur LinkedIn, on a pas mal de gens qui s'agrègent, hein, soit des fois autour des marques, hein. Hein, tu parlais, Ouais, c'est vrai. ouais, une marque. Moi, je fais partie d'une communauté TechSmith là, autour de Camtasia, Snagit. C'est Ouais. intéressant parce que tu as très vite la réponse à une question. Après, je suis aussi sur d'autres communautés, sur Final Cut ou des choses comme ça, où là, c'est pareil. Tu as des gens qui. Enfin, toi, tu as un problème, en 3 minutes, c'est réglé. Toi, ça fait 3 heures que tu y es, hein. Moi, Mhm. l'autre jour, j'avais un problème de colorimétrie avec des luttes. C'était la lutte pour moi et j'ai mis une question sur un forum. Je suis allé chercher mon café. Ma compagne m'a dit: Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit: Je m'occupe 3 minutes, le temps qu'il me donne la réponse. Je suis revenu. Le temps de me faire le café, j'avais la réponse et la procédure, hein. Ouais. C'est énorme. Bon, c'est pas toujours comme ça, hein. Des fois, il faut Ouais, attendre, ça ouais, vient mais pas. Mais là, ça, là, ça a été, c'était une vraiment trois communauté minutes sur un efficace. problème Ouais. technique, quoi. Bah, faut Mhm. bien décrire son problème, mais Mhm. voilà. Donc effectivement, la communauté s'entraide. Après, c'est chacun à son niveau. Tu vois, moi, sur des communautés comme ça, avec des gens très aguerris, j'ai pas grand-chose à rajouter, je vais dire, hein, par rapport à ce qui est dit. Donc, vaut mieux rien dire. Hein, voilà quoi. Il y a ça aussi, cette dimension à la fois passive mais qui nous nourrit quoi, qui nous nourrit quand même énormément. Hein. Et Enfin, surtout qui est facilité par le digital, par le ah numérique. oui, ouais. Moi la C'est-à-dire qu'on a communauté, des outils qui alimentent la ouais, vie, qui alimentent les relations, qui alimentent la portée de et la facilité de la diffusion de toute l'information. information qu'on veut Ouais. mettre en œuvre, quoi. Moi aujourd'hui, la communauté qui est pour moi la plus active, la plus dans l'échange, c'est les développeurs. Les développeurs, tu trouves tout. C'est vraiment, ça partage, mais comme des fous, quoi. Mm. C'est Et alors vraiment. qu'ils sont en concurrence économique. Ah bah oui. Et puis c'est chaud pour eux en plus en ce moment avec l'IA qui les tabasse. Mm. Mais tu as toujours cette entraide. C'est vraiment. Moi, enfin, pour moi, c'est c'est des communautés des plus spontanées, quoi. C'est vraiment où il y a le plus d'échanges, quoi, où il y a le plus de je te donne, quoi. Alors qu'on n'a pas du tout ça dans le monde de la formation. Ouais. Bah C'est oui. Bah, pas, dans on le est, monde de la formation, on a plutôt, l'autre jour, j'avais un cas. Alors, une jeune femme qui expliquait qu'elle allait commencer une formation dans 3 semaines et qu'elle savait que la première semaine d'intégration était importante. Et donc, si elle demandait si des gens avaient vécu déjà ça sur ce titre professionnel, c'était ADVF, aide de vie aux familles. Et donc, du coup, elle expliquait ça. Voilà, c'est compliqué. Est-ce que vous avez des tips? Est-ce que vous avez des ressources, des choses à me partager? Elle a pris 2 types de messages. Et alors, c'était assez marrant parce que les gars, en gros, lui ont dit quand on est formatrice, on sait faire son métier, on se débrouille, on fabrique ses supports. Et ouais. les femmes lui ont dit écoute, effectivement, c'est un super truc. Viens à MP, on va en discuter. Mm. Et tu vois, il y a aussi dans les communautés des dimensions de bienveillance, je crois, à mettre en place. Et tu vois, quand on regarde les groupes, moi je suis alors par contre sur plein de groupes Facebook autour de la formation ou d'autres sujets, il y a pas une fois par mois où tu n'as pas les modérateurs qui recadrent le système, quoi.
en disant voilà, arrêtez, voilà, les règles c'est ça, on a banni 3 personnes, etc., quoi. Donc, bon, finalement, puisqu'on a des communautés qui sont grandes, 10, 12, 15 000 personnes, tu peux pas avoir que des gens entre guillemets bien. Mais bon, il y a un vrai travail de modération. C'est épuisant la modération aussi sur ces groupes-là. Les gens, ils sont 3, 4, 5, 6, ils font que ça tout le temps. C'est une sur des gros trucs comme ça. Mais après, sur des choses plus light, les gens se connaissent, les gens normalement se respectent un peu quand même, sont un peu plus intelligents, quoi. C'est quand t'es plus ou moins anonyme, que tu connais pas, des fois t'es énervé, tu te lâches, quoi. Le plus beau que j'ai vu en communauté, moi à une époque j'avais mon fils qui jouait beaucoup, il était dans une ligue, il jouait à World of Warcraft et puis il faisait des compétitions internationales. Et un jour il me dit papa, on se réunit dans le Puy-de-Dôme là, les gens de la communauté, tous on se réunit. Moi je me suis dit ça doit être des jeunes boutonneux qui bouffent des pizzas et qui passent leur vie sur un ordi. Ouais mais je dis écoute je vais venir quand même. Quelle surprise! J'ai rencontré des cadres, des maires, des mecs qui avaient mon âge, des gamins plus petits, des gamins plus grands. C'était une vraie communauté parce qu'ils étaient tous différents. Et ça, j'ai trouvé ça. Ça avait été, pour moi, ça avait été un vrai beau moment de rencontrer tous ces gens-là qui sont tous différents autour d'un même sujet. Tu vois, l'archétype que je m'étais fait était faux. Donc, je lui ai dit bravo, tu as une belle communauté. Et maintenant, je suis pas inquiet parce que tu discutes avec des gens bien. Voilà. Tu vois. Est-ce que tu aurais, Christophe, un conseil, un petit tips, une astuce à nous parler, à nous formateurs, concernant les communautés, un petit truc qu'il faudrait qu'on se garde? Tu as parlé d'empathie et de sympathie. Ouais. Voilà. C'est tout. Ouais, écoute, c'est une belle, si vraiment il y a ça, je crois qu'on a ce qu'il faut. Il y a pas plus, quoi. Le reste, la compétence, vous l'avez, les connaissances, vous en avez. Voilà. Le reste, ça génère de la volonté d'échange, la volonté de la curiosité. Ça, voilà. C'est tout est dans ces compétences-là, dans ces mots-là. Bon, Et s'il y a ça, après la communauté, elle marche. Elle vit, oui. Il y a pas de souci. Je caricature un peu. Il faut qu'il y ait un vrai besoin. C'est-à-dire que, un besoin d'échange, un besoin de partage, un besoin de partage de connaissances, voilà. Si vous n'avez pas de problème, dites je gère tout seul dans mon coin, ça marche. Il n'y a pas besoin d'une communauté. Mais ça, j'en doute un petit peu. Maintenant, c'est tellement compliqué de vouloir tout faire tout seul, ça devient impossible. Oui. C'est une grande illusion, en tout cas, que de le croire, je pense. Oui. C'est se fourvoyer. La grande illusion. Écoute, Christophe, c'était ma dernière. Ouais, on a dit 3 et pas 4. Ouais, on fera un autre format pour bon. s'il y a besoin. Oui. Écoute, je te remercie en tout cas pour être venu nous échanger tes connaissances, tes expériences sur cette dimension communautaire. J'espère que, comme nous, nos auditeurs auront pris beaucoup de plaisir à nous écouter et je leur donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation. Merci ça marche. et à bientôt. À plus, ciao. À la prochaine.